suis Léonore Bayen, je suis PUPH, professeure de médecine à Sorbonne Université et praticien hospitalier chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Je dirige le service de rééducation neurologique, de médecine physique et de réadaptation, où nous prenons en charge des patients jeunes après une lésion cérébrale acquise, donc après un AVC, après un traumatisme crânien ou après une anoxie cérébrale. Et nous prenons en charge avec eux tout le process de rééducation, donc pour les aider à récupérer grâce à une équipe pluriprofessionnelle experte avec de la rééducation complexe et donc une prise en charge avec des rééducateurs, des ergothérapeutes, kinésithérapeutes, neuropsychologues. Et puis par ailleurs, donc, je suis chercheur rattaché à Sorbonne Université. Je fais de la recherche notamment sur le traumatisme crânien et je fais de l'enseignement sur le handicap dans ma spécialité, la médecine physique et de réadaptation. Et donc à ce titre-là, j'encadre aussi des étudiants de divers backgrounds, master, thèse. Alors en effet, je m'occupe de patients avec un handicap neurologique, notamment avec un handicap neurocognitif, c'est-à-dire des difficultés pour se concentrer, pour mémoriser, pour prendre des décisions, pour s'organiser dans les tâches plus ou moins complexes de la vie quotidienne. Et donc toute cette question du handicap, en fait, elle a une conversation très particulière avec les sciences économiques. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un patient qui est en situation de handicap, eh bien, il va y avoir des questions dans la vie quotidienne comme la réinsertion sur le marché du travail, des questions sur l'aide à apporter à cette personne. Est-ce que cette personne n'est pas autonome, donc il va falloir l'aider dans les activités corporelles, la toilette, l'habillage, ou alors l'aider dans des tâches complexes administratives. Et puis plus généralement, tout le projet de vie de la personne va être reconfiguré avec cette situation de handicap, ses loisirs, l'accès à un projet familial. Donc toutes ces choses-là en fait sont des branches finalement de l'économie et ça pose des questions en termes de réinsertion, d'aide que la société doit apporter et aussi tout le travail que la société doit faire pour se préadapter aux situations de handicap. Alors, il y a plusieurs axes dans ma recherche sur le traumatisme crânien. Le premier axe, c'est sur le devenir des patients qui souffrent d'un traumatisme crânien. Donc, quels sont les facteurs prédictifs de l'évolution future d'un patient qui a eu un traumatisme crânien. Et donc, on manque de modèles multidimensionnels qui permettent de comprendre qu'est-ce que le patient va récupérer comme fonction perdue en termes de motricité, de difficultés cognitives, et quel est le handicap et les séquelles résiduelles qui vont rester. J'ai travaillé pendant ma thèse en économie sur les aidants familiaux. Donc les aidants familiaux, on les appelle aussi les aidants informels. C'est un proche d'une personne malade qui va aider cette personne dans les activités de la vie quotidienne. Ça peut être des activités corporelles ou des tâches beaucoup plus complexes, administratives, parce que la personne n'arrive plus à faire certaines choses dans sa vie de tous les jours. Cette aide informelle, en fait, c'est la partie immergée de l'iceberg, hein, qui est invisible, qui est non compensée financièrement et qui finalement permet à la personne d'avoir une bonne qualité de vie et de répondre aux besoins non couverts parfois par le système de santé ou le système médico-social. Donc, ce qu'on voit, c'est que ces aidants, ils ont à la fois une relation et donc une répercussion sur leur propre santé mentale et physique due à cette relation de soins, et puis ils vont apporter de l'aide dans des tâches, et donc ça c'est plus l'économiste qui va arriver à quantifier ces heures d'aide et à mettre un coût économique sur ça. Un troisième axe que j'ai pu vraiment développer en France à mon retour des États-Unis, et donc grâce à ma mobilité Fulbright, c'est la technologie de santé pour les situations de handicap. Dans le traumatisme crânien, un certain nombre de patients traumatisés crâniens sont perdus de vue et ne peuvent pas accéder à cette évaluation cognitive qui est fondamentale dans leur rééducation. Or, des systèmes comme les évaluations technologiques sur tablette, hein, qui vont permettre d'évaluer la concentration, la mémoire, ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire le fait de faire des choix, d'arriver à s'organiser, eh bien, vont permettre d'évaluer les difficultés du patient, de proposer un programme de rééducation et d'anticiper d'éventuelles difficultés lors de son retour, par exemple, sur le marché du travail.
Et puis enfin, un dernier axe que j'ai également développé suite à ma mobilité Fulbright, c'est tout l'axe prévention, sur la prévention primaire du handicap avant que ne survienne le traumatisme crânien. Donc ça, c'est notamment tout ce que je développe avec le programme My Brain Robbie. Alors j'ai connu la commission Fulbright grâce au réseau de scientifiques et de chercheurs qui eux-mêmes avaient pu bénéficier de ce soutien et donc qui m'avaient fait un retour très positif. Et donc j'ai souhaité moi aussi réaliser cette mobilité qui était une mobilité scientifique universitaire. Pourquoi Fulbright? Eh bien parce que vraiment j'avais envie de connaître les États-Unis d'un point de vue professionnel, scientifique, comprendre leur démarche, leur façon de lever des fonds dans la recherche, leur façon de quelles étaient les pratiques cliniques des médecins américains. Et donc c'est ça qui m'a poussé à contacter le Memory and Aging Center, donc qui est dirigé par Bruce Miller, le professeur Bruce Miller, qui m'a accueilli donc durant cette année à l'université de San Francisco. Mon projet initial, c'était axé sur la technologie et l'utilisation des nouvelles technologies en santé. Et donc j'ai travaillé sur 2 projets dans ce cadre-là. Le premier projet, c'était donc de suivre des patients atteints de maladie d'Alzheimer et donc de troubles cognitifs sévères avec une montre connectée et un téléphone portable connecté sur leur aidant principal. Donc on suivait une dyade de personnes et on regardait leurs activités à l'intérieur du domicile et à l'extérieur du domicile. Donc là, il faut s'imaginer que c'était il y a 8 ans, une technologie qui n'était pas très mature à l'époque et aussi des autorisations de choses qu'on pouvait faire aux États-Unis, probablement pas encore en France, alors que maintenant l'éco-capture, ça existe en France évidemment. Et donc c'était très intéressant parce que ça nous permettait d'avoir des patterns d'évolution du handicap, de suivre finalement de façon connectée par des datas très fréquentes l'évolution des difficultés cognitives, motrices, des sorties extérieures aussi des patients et de corréler ça à des questionnaires, à des évaluations faites lors des consultations. Un autre projet a porté sur le monitoring des chutes, le suivi des chutes dans les EHPAD américains grâce à de l'intelligence artificielle et de la vidéo. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui permet de détecter en temps réel qu'un patient chute par terre, de faire le replay de la chute et donc d'avoir accès à l'histoire de la chute à laquelle on n'a jamais accès, puisque quand on retrouve un patient par terre, il est rarement capable de nous dire exactement ce qui s'est passé, comment il est tombé et où est-ce qu'il s'est cogné. Et puis en fait, c'est ça qui est formidable, je pense, dans ces mobilités et dans cette opportunité que j'ai eue grâce à Fulbright, c'était d'amorcer autre chose que je n'avais pas prévu initialement. Et donc là, c'est un projet en neuroépidémiologie avec le professeur Christine Yaffe, qui est professeur aussi à l'Université de San Francisco et au Veteran Hospital, aussi spécialiste du traumatisme crânien. Et avec elle, j'ai pu travailler sur les bases de données Medicare, donc des grosses bases de données médico-administratives. J'ai pu apprendre le machine learning. Et donc ça, c'était vraiment pas quelque chose qui était prévu initialement, mais c'est un peu la beauté, on va dire, de la mobilité Fulbright qui permet d'amorcer de l'innovation et des nouveaux projets, et ça a été mon cas avec beaucoup de bonheur. Durant cette année universitaire et scientifique à l'Université de San Francisco, j'ai pu tout d'abord écrire des publications et mettre en route aussi des recherches que j'ai continuées à mon retour en France. J'ai écrit les plus belles et les publications, je pense, les plus prestigieuses dans ma carrière grâce à ces collaborations. La deuxième chose, c'était de développer un nouveau programme d'Implementation Science, donc le programme My Brain Robbie, qui consiste à transférer les connaissances scientifiques vraiment publiées mais peu accessibles à la société, donc de les transférer vers la société grâce à un narratif adapté qui va permettre d'atteindre la cible en termes de prévention. Donc, dans ce cas-là, c'était notamment expliquer aux enfants et aux adolescents comment bien protéger leur cerveau maintenant, tout de suite et toute leur vie. Ce qui m'a permis aussi cette année Fulbright, c'était d'intégrer un autre programme qui démarrait donc à l'Université de San Francisco qui s'appelle le Global Brain Health Institute
Et donc ça, j'aurais pas pu le faire si j'avais pas été sur place aux États-Unis. Le Global Brain Health Institute, c'est un institut qui a été fondé grâce à la donation très généreuse de Chuck Finney. Donc Chuck Finney, c'est un des plus grands donateurs, un des plus grands philanthropes au monde et aux États-Unis. Il est américain, il vit à San Francisco. Et ce programme vise à faire de l'empowerment des leaders, des jeunes leaders comme moi, qui vont retourner ensuite dans leur pays pour qu'ils développent des programmes ou une recherche afin d'avoir une société, alors je vais le dire en anglais, hein, en américain, avoir une advance, more equitable, more inclusive and a fairer and healthier society. Donc ça, c'est aussi quelque chose que Fulbright m'a permis, c'est-à-dire d'avoir accès finalement à de nouvelles opportunités, tant à mon retour en France que également au niveau international. Alors une chose que j'ai appris et que je mets en pratique ici, c'est « everyone counts for one ». C'est-à-dire qu'autour du patient, on a une prise en charge qui est très horizontale et tout le monde va finalement aller dans le même sens. Et cette collaboration, cet esprit très solidaire, je l'ai vraiment apprise là-bas. Et puis une autre chose, c'est la culture du mentorat, un mentoring. Alors là, c'est plus l'aspect recherche et enseignement. L'idée qu'il y a un mentor qui va un petit peu guider, ou plusieurs mentors, la carrière. Grâce à ma bourse Fulbright Monahan, j'ai pu partir en famille avec mon mari et nos 2 enfants, qui étaient en école primaire à ce moment-là. Et donc nous avons aussi découvert l'école publique américaine. Nous habitions à Berkeley et donc les enfants étaient scolarisés à l'école Washington. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui émotionnellement était très très fort, à la fois pour moi et pour mes enfants et pour toute la famille. C'était de découvrir une ambiance très accueillante, très bienveillante, à Berkeley. Alors je vous donne quelques exemples. Il y a des cérémonies régulières qui sont assez surprenantes. Alors il y a Crazy Hair Day où toute l'école arrive avec des choses incroyables dans les cheveux, du papier d'aluminium, les cheveux de toutes les couleurs, des poussins, etc. Il y a Pyjama Day où toute l'école est en pyjama, qui va depuis les instituteurs jusqu'à la directrice, les enfants, les cuisiniers, etc. Évidemment, il y a Family Day. Et donc cette célébration de la diversité et cette célébration ensemble, Better Together, c'est très esprit californien et Berkeley peut-être, mais c'est aussi quelque chose que je retiens et qui était très inspirant pour moi des États-Unis en général et que j'ai pu découvrir grâce à cette année de mobilité qui était vraiment pour le coup en dehors du cadre très scientifique et universitaire. Et voilà, je pense que cet aspect de la culture américaine, il est extrêmement inspirant pour les personnes comme moi qui ont la chance de pouvoir bénéficier de la commission Fulbright. Alors je pense que la collaboration scientifique et universitaire internationale, elle est fondamentale. Autant pour les personnes comme moi qui ont eu la chance de bénéficier de la commission Fulbright France et de cette possibilité pour moi de voyager en soutenant financièrement et culturellement ma mobilité, autant pour moi que pour les personnes qui accueillent parce que ça permet vraiment l'échange des cultures scientifiques, le brassage des idées. Pendant mon année Fulbright aux États-Unis et à mon retour, j'ai développé un programme, My Brain Robbie, qui vise à faire de la sensibilisation sur la brain health, c'est-à-dire la bonne santé du cerveau, la bonne santé cognitive du cerveau. Donc c'est une plateforme et des programmes qui vont expliquer aux enfants et aux adolescents comment bien protéger leur cerveau maintenant et toute leur vie, dans le but de limiter les inégalités sociales de santé. Ce programme, il comprend différentes vidéos, une boîte à outils, un site web. Les vidéos ont été traduites dans plus de 10 langues grâce au réseau de chercheurs américains et de chercheurs étrangers internationaux que j'ai pu rencontrer à San Francisco. Et ce programme a été soutenu par le Global Brain Health Institute, qui est un institut donc, qui m'a recruté et qui aide et renforce les actions des leaders dans les différents pays du monde grâce à la généreuse donation de Chuck Finney, qui est donc un des plus grands philanthropes américains.
Ce programme My Brain Robbie, donc il va expliquer aux enfants de façon gentille et adaptée comment bien protéger leur cerveau, donc mettre un casque, faire attention à son sommeil, les interactions sociales avec les amis, c'est très important, faire attention à ce qu'on mange. Donc bien protéger son capital cérébral, bien l'entretenir, le muscler aussi, le rendre plus fort grâce à l'apprentissage à l'école mais aussi en dehors de l'école. Et puis nous avons développé cette année un nouveau programme sur l'inclusion et les situations de handicap. Donc c'est expliqué ici aux enfants et aux adolescents qu'est-ce qu'une situation de handicap liée à un environnement physique, l'accessibilité difficile pour les fauteuils roulants par exemple, ou qui peut être liée à un environnement humain qui n'est pas prêt à aider une personne en situation de handicap. Qu'est-ce qu'un handicap visible, un déficit moteur, ou qu'est-ce qu'un handicap invisible, une difficulté cognitive, des troubles de l'humeur en santé mentale par exemple, et surtout quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place, l'empathie, donc on travaille beaucoup sur l'empathie avec les enfants et les adolescents, qu'est-ce que je peux faire pour moi aussi jouer mon rôle, être inclusif, aider, apprendre aussi de l'autre, parce que l'autre qui est en situation de handicap, en fait il est comme moi et il a souvent bien des choses à m'apprendre. Donc voilà, cet esprit collaboratif, solidaire, qui nous rend fiers et forts et qui permet à tous de vivre dans un monde plus inclusif. Si vous souhaitez partir aux États-Unis, avoir une expérience académique, scientifique, universitaire, n'hésitez pas à candidater à la bourse Fulbright France.